Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue si vous êtes là pour la première fois surtout. Abonnez-vous. Ici on parle de business, de leadership, d'entrepreneuriat, de mindset, de soft skills. Bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Ça veut dire quoi? Rêver, oser, créer. Voilà. Donc c'est notre mantra ici et vous comprendrez donc pourquoi on aborde des thématiques qui permettent à chacun de se réaliser pleinement. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau concept du monde des affaires, un concept dont on parle beaucoup en entrepreneuriat. Vous connaissez certainement ce mot, tout le monde le connaît, mais vous ne percevez peut-être pas toute la teneur et toute l'importance qu'il revêt. On va aujourd'hui en parler. Il s'agit du mot concurrence. Pour rappel, vous êtes en train de suivre un épisode de la série Les bases du biz. Alors, cette série a un objectif simple, c'est de démystifier un peu les concepts et les thèmes qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat et de pouvoir expliquer en quoi certains thèmes sont importants. C'est pour ça qu'on parle du biz. Le savoir entrepreneurial s'acquiert sur le terrain, mais s'acquiert dans une certaine mesure de façon théorique. Donc, nous, on fait ici de l'éducation entrepreneuriale. Aujourd'hui, la lettre qu'on va donc voir, la lettre C comme concurrence, comme je le disais, on va définir très rapidement ce que c'est, même si tout le monde en a une idée claire. On va parler des techniques utilisées pour analyser un peu la concurrence dans un secteur. Et on va surtout voir 10 clés qu'il faut absolument connaître sur ces concurrents. Donc 10 éléments qu'il faut connaître sur ces concurrents quand on est entrepreneur ou quand on travaille dans une entreprise. Vous pouvez ne pas être le porteur de projet ou l'auteur, mais être à un poste stratégique qui vous amène à donc étudier le secteur, étudier les concurrents. Si vous êtes au marketing ou dans une équipe commerciale, même à des postes stratégiques, il est important de savoir ce que vos concurrents font parce que c'est ça qui vous aide ensuite à prendre les bonnes décisions et à faire les bons steps. Alors, très rapidement, quand on parle de concurrence, l'entrepreneuriat, évidemment, se réfère à la rivalité qui tente les entreprises et c'est généralement sur un secteur ou un donné. Okay, il y a ce qu'on appelle la concurrence directe, la concurrence indirecte. Ça, c'est des concepts dans lesquels on ne rentrera pas en détail aujourd'hui, mais globalement, un concurrent peut être frontal. Quand on parle de concurrence directe, c'est-à-dire qu'il fait exactement la même chose que vous. Comme un concurrent peut être indirect. Dans ce cas-là, il s'agit d'une personne morale qui propose une alternative à votre produit ou service. Donc, c'est peut-être pas la chose exactement, mais si ça remplit la même fonction, ça permet de satisfaire le même besoin, reste un concurrent. Que quand on prend par exemple l'industrie du divertissement, si vous avez des bars qui estiment ne pas être sur le segment que des restaurants ou même que des salles de cinéma, c'est vrai que c'est pas le même marché, mais à des moments donnés, on peut se retrouver en collusion et parler de concurrence indirecte parce que certaines entreprises vont fournir des solutions qui permettent aux gens de se divertir. Surtout sur les marchés où il n'y a pas beaucoup de divertissement, elles vont se retrouver en concurrence. C'est un exemple qui me permet simplement d'illustrer les nuances qu'on va dire. Bref, non, ce détail-là, ce n'est pas le point du jour. Une fois qu'on a défini ce que c'est que la concurrence, il faut savoir comment est-ce qu'on peut analyser un petit peu les différentes données. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce marché et comprendre un peu mieux ses concurrents. Il y a plusieurs outils pour ça. Il y a le fameux SWOT. Le SWOT, je pense, c'est une des techniques les plus connues. SWOT, c'est en fait 4 lettres pour Strengths, Weaknesses, Opportunities and Traits. Ça veut dire force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, un outil très connu qu'on utilise beaucoup en marketing, dans les business plans, pour comprendre la concurrence. Et on analyse quelles sont les forces et les faiblesses de son projet à soi et quelles sont les opportunités et menaces du marché. Quand on analyse ses forces et ses faiblesses, on les met forcément en comparaison avec celles des autres acteurs sur le marché. Donc ce n'est pas une analyse isolée. C'est pour ça que le SWOT est intéressant. Il va vous permettre de pouvoir comparer un petit peu les offres. Mais je veux attirer l'attention des autres sur un point. Le SWOT est souvent général. C'est-à-dire qu'on a des grandes briques. Vous prenez par exemple une marque de chaussures. Si elle fait son SWOT, elle va peut-être trouver au niveau des forces qu'elle produit des chaussures plus robustes que la concurrence. Au niveau des faiblesses, elle va peut-être être un coût plus élevé. On ne va pas rentrer dans des détails
comme on peut le faire avec une autre technique dont je vais parler juste après, mais on va avoir un tableau, c'est pour ça que le SWOT est souvent schématique, où on a un peu une énumération, donc un peu comme un listing des différents éléments qui mettent nos forces, nos faiblesses en avant et les opportunités du marché. Est-ce que par exemple il y a de plus en plus de consommation de tel produit? Est-ce que le pouvoir d'achat globalement de la cible est en augmentation? Donc ça, c'est la première très utile. Ensuite, on a le benchmarking. Ils sont beaucoup plus techniques. C'est un outil qui va fouiller véritablement les choses. Ici, en fait, on met en comparaison des entreprises, mais on va les mettre en comparaison sur des données très détaillées. Donc, on peut décider, par exemple, de faire un benchmark opérationnel ou un benchmark stratégique ou un benchmark fonctionnel. Ça peut être un benchmark sur la façon dont une entreprise fonctionne à l'interne, sa structure. Ça peut être un benchmark sur les produits. Ça peut être un benchmark sur les prix. Ça peut être un benchmark sur la présence en ligne. Ça peut être une de ces catégories. Ça peut être toutes les catégories. Et à ce moment-là, on a donc un benchmark qui est très détaillé et qui permet d'avoir des données aussi bien quantitatives que qualitatives vraiment poussées. D'accord? Si on a une téléphonie mobile, par exemple, elle va chercher à comparer la qualité de son réseau à celui de ses concurrents. Mais là, elle va aller dans les détails, elle va voir la couverture qu'elle offre aux usagers sur une zone géographique donnée, dans le sud du pays, dans le nord du pays. Après, elle peut rentrer vraiment en détail et aller dans chaque quartier pour voir quelle est la qualité qu'elle offre comparativement à ses concurrents, combien d'infrastructures, d'installations, d'antennes, etc., avant de parler des prix et de plein d'autres choses. Donc, on va vraiment rentrer dans les détails avec un benchmarking. Le benchmarking, ça vous permet d'aller dans les détails, véritablement, d'accord? Et vous pouvez vous servir du SWOT donc vous faites votre benchmarking. Donc, ça peut être un qui est au service, en fait, du benchmarking. Ensuite, l'étude de marché. Alors là, je ne sais pas si je parlerai de technique, mais c'est une action globale. Et dans une étude de marché, justement, on fait du benchmarking. Parce que le benchmarking, qui sont des outils qui permettent d'avoir des informations sur certains points, vont s'intégrer dans l'étude de marché qui, elle, est beaucoup plus globale. L'étude de marché, non seulement elle va aller confronter la concurrence, ses offres et tout ce qu'elle propose par rapport à ce que vous voulez faire ou ce que vous faites déjà, mais elle va également analyser les tendances. Les grandes tendances, par exemple, de consommation de votre produit, de votre service sur le marché. Elle va analyser les tendances, elle va analyser également les besoins des consommateurs. Donc, elle n'analyse pas que la concurrence. Elle regarde aussi comment est-ce que les consommateurs se comportent par rapport à ce que vous vendez ou que vous voulez vendre. Comment les consommateurs réagissent. Et ça, c'est très important. D'accord? Donc, l'étude de marché, c'est le top. Quand on peut le faire, il faut le faire pour vraiment avoir une vue globale et panoramique de la concurrence. Mais quand on ne peut pas le faire ou quand ne veut pas le faire, hein, ça dépend, il faut au minimum faire un benchmarking sérieux, faire un SWOT, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est très important. Très important. Et ce n'est qu'en maîtrisant ces atouts que vous pourrez mieux calibrer votre offre. Maintenant, vous parlez de 10 points qui sont essentiels, qu'il faut essayer de connaître hein, sur ses concurrents. Des choses à savoir véritablement. On va commencer par le positionnement. Le positionnement sur le marché. Vous devez savoir comment vos concurrents sont positionnés. Quand vous prenez Apple et Samsung, par exemple, ces marques n'ont pas la même stratégie qu'elles. Apple fait du haut de gamme, du très haut de gamme et fait également de la différenciation au niveau des prix, au niveau de l'offre. Samsung a une offre qui est beaucoup plus large. La gamme est plus large et elle touche différents segments de la population. Donc, il va y avoir des téléphones très chers, il va y avoir qui seront accessibles également. Ils ont une stratégie de coût qui est agressive parce qu'ils offrent des produits que beaucoup de gens vont s'offrir. Donc, c'est pas le même positionnement, c'est pas le choix. Vous devez donc chercher à savoir que font vos concurrents. Où est-ce qu'ils se positionnent? Si vous faites une matrice, ils sont où par rapport à la qualité, par rapport au prix, par rapport à différents autres aspects? Et vous vous retrouvez où exactement? Deuxième chose importante, vous devez connaître dans les détails la stratégie de produit de vos concurrents. Quels sont les produits et les services qu'ils offrent? Quelle est la qualité qu'ils offrent? La gamme également. D'accord? Vous prenez des marques comme Nike et Adidas, ce n'est pas pareil. Nike offre des produits qui sont censés être beaucoup plus
performant pour les sportifs. C'est d'abord une marque qui pratique du sport. Adidas est une marque qui propose des de sport, mais qui est positionnée un peu plus différemment, avec une gamme plus large et plus compétitive pour Apple et Samsung, comme je disais tout à l'heure. Mais là, on est sur les produits et les services. Et la gamme, qu'est-ce qu'ils proposent? Quelle est l'étendue de leur gamme? Ok, c'est très important. Ensuite, en 3, la clientèle cible l'expérience client. Si vous prenez Starbucks, pour ceux qui connaissent, Starbucks, c'est vraiment le jeune citadin. Si on devait parler d'un client type, d'un persona, Starbucks, ce serait ça. C'est le jeune citadin branché, etc. Et c'est pas pareil comme les Dunkin' Donuts, par exemple, qui a un peu plus pour tout le monde, ou même McDo, si vous voulez. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus grand public, ouvert à tout le monde, etc. Donc, la cible de vos concurrents n'est pas forcément la même exactement que la vôtre. Et vous devez trouver le moyen de bien définir votre cible en cohérence avec ce que vous proposez en termes de stratégie de prix, de produits, de publicité, etc. Et là, j'en viens à parler, puisqu'on parle de prix, de produits, tout ce qui est 4P là, 4P du marketing. J'en parlais en point 4 de la distribution. Alors, Amazon distribue partout avec un réseau, je veux dire, le réseau étendu en ligne, hein, une grosse présence online. Walmart est une enseigne qui, elle, a beaucoup plus de magasins physiques, même si elle développe aussi sa présence en ligne. Donc, la stratégie de distribution de ces deux enseignes n'est pas la même. Il faut que vous compreniez ça et que vous étudiez également la stratégie de distribution, la couverture géographique de vos concurrents pour la mettre en comparaison avec la vôtre. Ensuite, en point 5, et les faiblesses en termes de communication et de marketing. Quand on parle de Coca-Cola, par exemple, on sait qu'ils dépensent au moins au minimum $1 milliard par an, encore aujourd'hui. Pourtant, c'est la marque la plus connue du monde. Okay, ils ont une stratégie de communication qui est assez agressive. Ils sont vraiment partout, c'est multicanal, etc. Mais, en dépit de leur communication efficace, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas voulu certainement spécialiser au niveau de la communication à des segments très précis, une perception, je dirais, plus précise. Pepsi, qui est arrivé après Coca et qui est le challenger direct, Pepsi a une image aux États-Unis, je précise, beaucoup plus cool. Parce que quand ils sont arrivés sur le marché, il fallait bien trouver un moyen de se différencier de Coca-Cola, leader, créateur de la tendance et tout. Ils sont allés sur cette image plus cool, marque plus cool, plus jeune, et c'est dans leur communication qu'ils développent. Donc vous devez trouver aussi votre axe communicationnel. Et là, il faut le faire avec des spécialistes, si vous pouvez vous-même, ou en tout cas vous former à pouvoir faire un plan de marketing, un vrai plan com, et vous distinguer des autres. Parce que les clients, les consommateurs ont besoin de pouvoir faire des choix. Si vous faites copier-coller, ça sert à rien. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, copier le projet de quelqu'un, c'est ridicule. S'en inspirer, oui, mais vous devez apporter quelque chose. Je viens de donner le cas de Pepsi, qui a copié Coca-Cola, mais dans la façon de délivrer le projet et de l'implémenter, ils ont trouvé le moyen de se différencier quelque chose. Donc ça, c'est très, très important. Vous devez trouver le moyen de le faire. En point 6, les partenariats et les alliances, tout ça, ça doit être également étudié. D'accord? Vous verrez que Netflix va, par exemple, s'associer à tel ou tel studio pour développer un catalogue, pendant que Disney s'associera à un autre studio, toujours pour développer son catalogue, mais c'est toujours être des choix qui seront en cohérence avec les besoins de leur clientèle, avec la stratégie de l'entreprise, d'accord, avec de nombreux autres paramètres. Donc, il n'y a rien qui se fasse comme ça. Tout est toujours calibré et calculé en fonction de certains besoins. Donc, vous devez vraiment étudier au maximum tous ces paramètres-là pour savoir ce qui se passe. Si vous avez un concurrent, par exemple, vous vendez des jus de fruits et que vous avez un concurrent qui a un partenariat avec, je ne sais pas moi, l'association des diététiciens de votre pays, parce que c'est des jus naturels, c'est important que vous le sachiez, parce que vous voyez déjà qu'ils sont avec certaines institutions. Donc vous irez chercher soit des organismes ou des organisations ou des associations qui sont concurrentes ou qui sont orientés dans un autre sens carrément. Mais vous n'irez pas vers les mêmes parce que vous avez un concurrent qui occupe déjà ce segment-là, qui a une certaine option, qui est en train de développer une certaine niche. Donc vous devez savoir
C'est ça, quoi. Qui sont les fournisseurs de mes clients, de mes concurrents, pardon. Qui sont les fournisseurs, qui sont les partenaires, quelles sont les institutions avec lesquelles elles collaborent, etc., etc. Très, très, très important. Point numéro 7, la culture d'entreprise. Souvent négligée dans les études de concurrence, c'est pourtant très important de savoir quelle est la réputation que vos concurrents ont auprès des consommateurs. Quelle est leur culture d'entreprise, quelle est la perception qu'ils ont sur le marché. Quand vous prenez les marques de crème glacée, Ben Jerry's et Häagen-Dazs, c'est pas pareil. Ben Jerry's, ils ont une image un peu écolo parce qu'ils communiquent beaucoup là-dessus et ils font savoir qu'ils choisissent avec beaucoup de soin tous les ingrédients parce que les ingrédients sont des ingrédients éco-friendly, ils sont très engagés, ils inscrivent leur action dans la durabilité, etc., etc. Donc, c'est un positionnement qu'ils ont choisi et ils sont perçus comme une marque plus ou moins éco-responsable d'une certaine mesure, parce que ça reste des produits quand même partiellement industriels, mais ils sont perçus comme une marque éco-responsable et ils développent cette chose-là. Alors que Häagen-Dazs est perçu comme une marque qui fait de la super qualité, qui a des ingrédients de premier choix aussi, mais qui est positionnée beaucoup plus premium et luxe que éco-friendly. D'accord? Donc c'est une question de positionnement, c'est choisi par les entreprises et les de communication, le déploiement va donc être fait de sorte à ce que cette perception-là soit vraiment ressentie. Donc vous devez savoir comment les consommateurs perçoivent vos clients. Point numéro 8, les équipes, leur expérience, vos concurrents, ils ont quel type de personnes? Google, on sait qu'ils ont cette réputation d'employer des ingénieurs qui sont top niveau. Ok? Samsung en Corée du Sud aussi, par exemple, c'est un gros mythe. Les enfants, parfois à partir de 6-7 ans, j'avais vu dans un reportage, ils sont conditionnés par les parents pour rentrer à Samsung un jour. Donc ça, c'est juste dingue. Et vous devez savoir comment est-ce que vos concurrents ils gèrent cet aspect-là, compétences, expérience, expertise et tout ça. Comment ils sont positionnés? Est-ce que vos concurrents, ils sont vraiment dans la recherche et le développement? Est-ce qu'ils travaillent beaucoup à proposer des services et des produits qui sont nouveaux? Est-ce qu'ils sont dans l'innovation? Est-ce qu'ils ont plutôt des collaborateurs qui sont, sans être des génies, mais qui sont des gens très compétents? Est-ce que leur politique de recrutement est axée comme ça? Comment ils font? Tout ça, ça permet de comprendre un peu mieux votre concurrent. On ne va pas à la guerre sans savoir à qui on a affaire. Et quand on est en affaire, justement, hein, on est toujours à la guerre, on est au prix d'autres personnes sur le marché. Donc, il faut comprendre tout ça. Avant-dernier point, numéro 9, les finances et la structure de coûts. Tesla, par exemple, a des coûts très élevés au niveau de la fabrication à cause de leur choix, de leur orientation, donc des véhicules électriques, et patati et patata. Okay. Ce qui fait que forcément, ils sont connus pour avoir des difficultés financières, ça arrive assez souvent. Ils ont souvent besoin de lever à nouveau des fonds parce qu'ils sont dans une stratégie d'innovation qui demande beaucoup d'argent. Contrairement à une marque comme Toyota, qui a une structure de coût très efficace et qui dégage de la rentabilité sur ses modèles, parce que voilà, elle est sur des modèles plus génériques. Vous prenez un modèle comme la RAV4, ça existe depuis, je sais pas, au moins 2 décennies. Hein. On parle de RAV4 depuis 98 ou 99, si je dis bêtises, en tout cas depuis très longtemps. Et il y a des nouveaux modèles de RAV4 à chaque fois, donc des améliorations, etc. Mais on repart pas de zéro. Donc je parle de Toyota, mais c'est pareil pour beaucoup de constructeurs. C'est une marque, en tout cas, qui a fait le choix d'avoir une structure de coût pour ses produits qui est vraiment compétitive. Et ça leur permet de dégager des bénéfices plus rapidement. Donc vous devez comprendre justement comment fonctionnent vos concurrents là-dessus. Comment est-ce qu'ils organisent les dépenses? Oui, c'est poussé, mais il faut violer entre guillemets l'intimité de la concurrence. Il n'y a pas de demi-mesure, là, on est en affaire. Et pour finir, les projets futurs, les perspectives, la stratégie de développement de vos concurrents est très importante. Il faut que vous puissiez savoir quelle est la stratégie de développement, quels sont les projets à venir que votre concurrence développe. Et c'est en faisant ça que vous pourrez vous positionner aussi. On sait que par exemple, là, est en train de développer des voitures électriques autonomes. Il y a d'autres marques qui ont déjà sur le marché des voitures autonomes, mais qui ne sont pas forcément électriques, mais qui sont en test. Mais les concurrents de Tesla savent qu'ils sont déjà à ce niveau, qui veulent également
développer des cars électriques, même s'il y a déjà des prototypes, d'accord, des cars, des bus, etc. Donc les concurrents vont se positionner pour pouvoir avancer de la même manière et sortir les produits quasiment au même moment, ou alors les compléter ou faire autre chose. C'est pas pour rien que dans certains secteurs, vous voyez des concurrents sortir des produits quasiment au même moment. Oui, parce qu'ils sont au courant l'un l'autre de ce qui se passe. Et il y a une des techniques d'étude de la concurrence que j'ai pas citée parce que c'est pas vraiment une technique, c'est pas une pratique légale ou autorisée, mais partout. Plus vous montez, plus vous serez contraint d'adopter ce genre de mesures-là. C'est un industriel, par exemple. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut aller chercher ce qui se passe à droite, à gauche. Moi, dans une de mes entreprises, j'ai déjà été victime de ça. On a eu des stagiaires et même des gens qui étaient en CDD à un moment donné, qui avaient été envoyés par des concurrents, des gens qui s'attendaient à mettre les mêmes produits sur le marché. Et donc, ils ont pompé un certain nombre de procédés. Heureusement qu'il y a pas mal de secrets de l'entreprise que je partage avec personne, mais vraiment personne, auxquels ils n'ont pas eu accès. Et c'est ça qui nous a permis de tenir quand ils sont arrivés sur le marché et après de les sortir de la piste. Donc vous devez chercher à comprendre et connaître vraiment vos concurrents et vous devez aussi protéger vos informations, vous donner au maximum pour éviter les fuites. Parce que quelqu'un qui sait ce qui se passe dans votre maison peut vous déstabiliser facilement. Vous devez chercher à déstabiliser les autres et essayer de ne pas l'être. Mais c'est comme ça. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur cet épisode des bases du BI. On a parlé de la concurrence, on a vu ce que c'était, on a parlé de quelques techniques, en tout cas les principales, qui permettent d'analyser la concurrence. Et j'ai voulu véritablement aborder 10 points. Mon propos s'est accentué là-dessus, sur 10 points, 10 choses clés à savoir sur ses concurrents quand on est entrepreneur, quand on est en affaires. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. N'hésitez pas à mettre un like. Ça nous encourage à produire du contenu de qualité encore et toujours. N'hésitez pas à la partager. Ce sera pour beaucoup de personnes, quels cadres dans des entreprises ou entrepreneurs. Et puis, je laisse en description un certain nombre de liens auxquels vous pouvez accéder pour nous solliciter pour du coaching ou pour suivre des formations en business ou dans d'autres domaines sur notre plateforme de e-learning ou à Corpo Acquérir. Bref, tous les liens sont en description. Et en attendant, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de l'esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.